Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Benjamin Glaise. Et oui, mettez-vous d'accord. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 10h avec vous au 0826 300 300. Et puis avec nos débatteurs du jour, bien sûr, Ergun Topars-Lambert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vice-président, porte-parole de Territoire de Progrès. François Calfon qui est avec nous également. Bonjour. Membre du bureau national du PS, ancien député. Jacques Maillard également qui est avec nous, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour. J'aimerais bien vous voir tous, je ne vous vois pas. Ah bon, on va régler ça, vous inquiétez pas, c'est un petit souci technique, on va régler ça. Je crois que là maintenant c'est bon, Jacques Maillard, a priori. Bah non. Ah bon, alors un peu de patience. Nous, on vous voit en tout cas. Tout arrive. Eh ben voilà. Et enfin, Lucas Jacobowitz qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, auteur d'Animal pour les gouverner tous. On va commencer par faire le tour un petit peu de vos coups de cœur, vos coups de gueule. On commence avec vous, François Calfon. Alors, à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Non, c'est plutôt un coup de gueule quand même. Plutôt un coup de gueule. Alors c'est sur le compte personnel de formation, c'était une idée CPF, formidable. Ouais. Et c'était une idée très généreuse. À l'époque, on avait mis en place le DIF, le droit individuel à la formation. C'est la possibilité de se réorienter. Et quand on voit les difficultés de recrutement aujourd'hui, et finalement le fait que les jeunes veulent plus faire un boulot toute leur vie, c'était formidable. Et on a dévoyé cette idée-là à travers des escrocs. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout un business. Les escrocs du CPF. Ils viennent de démanteler un réseau du CPF. Alors c'était quoi le principe? C'est de faire des fausses boîtes de formation avec des faux agréments, tout est faux. Par contre l'argent détourné il est vrai. Et suivant les calculs, il y a eu 8,3 milliards d'euros qui ont été détournés. Donc c'est dans la poche des Français tout ça. Et c'est en train de tuer une idée extrêmement formidable. C'est-à-dire ce droit à la seconde chance. Donc le coup de cœur, c'est sur le... C'est qu'on ait réussi justement à mettre à jour finalement d'une certaine manière quand même. Le problème c'est que c'est assez atroce que cette idée même de formation... qu'elle soit dévoyée par des margoulins. Et je termine par un point qui nous agace tous avec vos auditeurs, c'est à quel point on est harcelé par des plateaux d'appels téléphoniques qui nous demandent d'évider, il n'y a pas d'autre mot, notre CPF. Tout ça finalement en renvoyant au calendrier grec cette belle idée du droit à la seconde chance pour tous. C'est parfois des coups de fil permanents et pourtant effectivement ça part d'une bonne idée puisque effectivement les nouvelles générations ont tendance à changer plus régulièrement d'emploi et cette possibilité de se former tout au long de sa vie c'est quelque chose d'important effectivement. Ergun Topars-Lambert, vous vouliez réagir à ce sujet, j'ai l'impression. Oui, après c'est comme toute réforme ou toute volonté politique, dans la mise en pratique il y a toujours une part d'escroquerie qui essaye de ressurgir. On l'a vu sur la taxe carbone, on l'a vu sur plein d'événements. Les panneaux solaires, l'isolation 1 euro, j'en passe et des meilleurs, l'isolation des combles, l'isolation des évacuations, tout ce que vous voulez. Ça fait partie du chose, mais là ce qui est inquiétant quand même c'est l'ampleur du phénomène et surtout une diffusion très forte au niveau des jeunes sur les réseaux sociaux avec de la publicité sur Snapchat, etc. qui vous promet de l'argent remis en liquide très très rapidement en contrepartie d'un CPF. Et effectivement dans le contexte difficile on peut imaginer que certains jeunes puissent succomber à cela, mais on espère qu'à partir de maintenant les formations auront bien lieu avec des agréments qui seront véritables. En tout cas Jacques Maillard, ça envoie un signal quand même le fait de mettre à jour... François a parfaitement raison, c'est inadmissible. C'est l'escroquerie en ligne. Et donc, on a tout ce genre de problème avec des escrocs qui se présentent soit comme des formateurs sur des boîtes bidons, soit comme des thérapeutes, n'est-ce pas, pour vous soigner. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde de l'Internet, ça peut être le monde de l'escroquerie en ligne. Voilà. Donc, il faut mettre ça d'aplomb, sanctionner, mais c'est pas toujours simple. Lucas Jacobowitz. Oui, juste un petit point pour rebondir sur ce que disait François Calfon. C'est effectivement le droit à une seconde chance. C'est aussi, et c'est très important, le droit à se former tout au long de la vie. Exactement. Quand bien même on est en entreprise, sachant que on va dire le monde du travail change très vite, les compétences doivent s'adapter très vite. Et c'est vrai qu'avec ces types d'arnaques sur le CPF, aujourd'hui, quand on est salarié et qu'on veut s'auto-former, en fait, on n'ose même pas le faire parce qu'on ne sait pas si la formation est de l'arnaque ou pas, si le label est vrai ou pas, et même parfois... C'est une vraie plus-value ou pas. Même parfois dans les entreprises et les RH, où les responsables formation dans les très grands groupes sont bien en peine de nous dire si la formation est bidon. C'est exactement ça. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Il y a beaucoup d'aides-soignantes qui veulent être infirmières dans le monde hospitalier. On sait que les passerelles entre le monde des aides-soignantes et des infirmières, il faut une requalification très forte.
Et vous avez, foultitude de formations avec des organismes de formation qu'on est incapable de qualifier comme étant sérieux ou ne l'étant pas. Et ça, c'est tout à fait catastrophique parce que l'arnaque, quand vous tapez maintenant CPF, il y a arnaque au CPF où il y a tous ces organismes bidons et est en train presque de tuer cette idée extraordinaire qui est celle de se requalifier et de changer de parcours. Hein. Et on voit maintenant, il y a des tensions de recrutement absolument partout. Il y a des tas de gens qui voudraient finalement, alors je donne un exemple dans les transports, c'est nécessaire, chauffeurs de bus, de train, tout ce que vous voulez, des gens qui sont, pourquoi pas, aujourd'hui VTC et qui galèrent comme travailleurs des plateformes. Il y a un tel dédale pour trouver ces fameuses formations qualifiantes où on attend les salariés que c'est presque, enfin, je veux dire, faudrait être qualifié en fait déjà pour savoir laquelle de ces formations est réelle ou bidon finalement. En gros, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut, ça a été fait, mais il faut interdire carrément les cadeaux parce que c'est contre-intuitif d'avoir des cadeaux liés à une dépense. J'ai lu dans vos confrères du Parisien ce matin qu'on a le même phénomène sur les pare-brises qui sont cassés. Oui, tout à fait. À la une du Parisien. Et alors maintenant, si vous passez chez tel ou tel constructeur de pare-brises qui vous remplace, et ben vous avez un cadeau systématiquement, et ça au détriment des compagnies d'assurance. Jacques Millard voulait réagir. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas, François, que le gouvernement n'agisse pas et ne donne pas un agrément officiel avec la possibilité de le vérifier. Parce que là, on est dans le monde des Marouins et il peut ça aller plus loin parce qu'on peut débuter aussi les phénomènes sectaires. Pour avoir étudié ça de près et participé à 3 commissions d'enquête, ce n'est pas un leurre. Ça peut être aussi la pêche au sectarisme. François Calfon, malheureusement, dans les arnaques au CPF, c'est de la délinquance astucieuse extrêmement affûtée, puisqu'ils ont même créé des organismes pour te répondre, certificateurs bidons. Hein, d'accord. Et ils ont créé sur Internet un organisme certificateur bidon où évidemment l'agrément a été donné en, je crois, 2 mois à 500 entreprises de formation. Hein, donc, et là, ça touche un point, c'est le démembrement des fonctions de l'État. Alors, vous voyez bien, maintenant, il n'y a plus un PV qui est distribué par des par des agents de l'État ou des collectivités locales, tout ça est privatisé. Et ben, l'État a confié à des organismes certificateurs privés, donc avec une place pour les arnaques, la certification des organismes de formation. On nage en plein délire. On passe à un autre coup de gueule. Tenez, Ergun Toparslan. Alors, coup de gueule contre Ségolène Royal. Oui, coup de gueule et grosse déception pour un tweet qui a été fait avant-hier, je crois, de Ségolène Royal, qui remettait en cause la véracité des bombardements en Ukraine et donc qui a soulevé évidemment énormément de réactions sur et des surtout chiffres, sur des chiffres et surtout en se basant sur le doute qu'il y avait par rapport aux missiles qui ont été en Pologne. Elle a fait une généralisation par rapport à la situation en Ukraine qui a viré au complotisme et donc un vrai coup de gueule pour cette dame qui a porté un espoir pour beaucoup de générations, y compris la mienne. C'était ma première campagne politique en 2017, donc mon premier engagement. On peut se tromper. Exactement, et donc c'est ce que j'allais dire. Les Français ont fait preuve de plus de clairvoyance que moi-même, mais plus globalement, on voit que d'un point de vue générationnel, les politiques d'une certaine époque ont énormément de mal à l'adaptation, à la communication. Pourquoi les dépasser J'ai l'impression que à l'époque, quand on entendait moins les politiques, on s'évitait ce genre de choses, quoi. Ségolène Royal, c'était inimaginable qu'elle puisse sortir ce genre de grossièreté en 2017 pour nous. En tout cas, elle n'avait pas l'espace pour le faire. On voit qu'aujourd'hui, via Twitter, elle se lâche un peu plus souvent, mais en tout cas, c'est assez grave dans l'approche et dans le contexte important et surtout dans la situation qui touche notre continent, en particulier les Ukrainiens, au quotidien. Lucas Jakubowicz, vous l'avez vu passer effectivement ce tweet aussi? Oui, je pense que ça relève plus de la psychologie, voire de la psychiatrie. Je m'explique, quand on a un homme ou une femme politique qui a été... C'est lourd comme attaque, ça, non, mais c'est juste. C'est humain, c'est quand on est un homme ou une femme politique qui a été sur le devant de la scène pendant des années et qu'on doit quitter la scène. C'est là que ça lui manque. Parfois, c'est très difficile et on a besoin de continuer à exister. Et Twitter, mais c'est un outil formidable pour faire parler de soi. Et il y a plein de, entre guillemets, vieux politiques sur le retour qui veulent pas quitter la scène. Par exemple, Giuliani aux États-Unis, qui accumule les outrances sur Twitter juste pour faire parler de soi. François Calfon, moi je suis toujours. Je vais dire ce que j'en pense. Après, je vais pas me déjuger. Éviter de réagir sur Ségolène Royal.
Mais les jeunes super et les vieux cons, c'est un truc que je supporte de moins en moins, je le dis ici, parce que, pardon, mais... Attention, on a lancé la guerre de génération. De jeunes députés au hasard, au Rassemblement National et surtout à la France Insoumise qui disent de la connerie sur Twitter. H24, c'est pas réservé aux anciennes générations. Hein. Oui, donc, le côté, il y a les boomers et nous, on est vachement plus intelligents, ça me dérange. Ensuite, il y a une deuxième chose quand même qui a un peu plus de profondeur. Les situations de guerre, ça s'accommode très mal du manichéisme, dans un sens et dans l'autre. On a quand même bien vu sur cette affaire du missile en Pologne, c'est un missile ukrainien, et moi je vais pas glisser dans du ségolénisme, c'était une forme de complotisme et de généralisation, mais tout le monde manipule tout le monde dans cette affaire, il faut le savoir. À un moment donné, peut-être pour remporter cette guerre, et puis on verra ce qu'il en est ensuite de la façon les crédits, parce qu'en fait c'est une guerre subventionnée, très subventionnée, par dizaines de milliards d'euros. J'ai vu que le Congrès américain allait finalement déclencher une aide supplémentaire de 30 milliards d'euros. Vous imaginez que ça aiguise les appétits au-delà même des pauvres gens qui tombent sur le champ de bataille. Donc voilà. Si vous voulez, il y a eu la méchante Russie. C'est la méchante Russie, je tiens à le dire. C'est eux l'agresseur. Mais le doute sur le bombardement en Ukraine, honnêtement, elle peut y aller. Il y a plein d'élus qui vont. C'est grotesque. Attention à la posture morale. Moi, j'ai entendu par exemple, comment s'appelle-t-il, Glucksmann, tweeter très hâtivement sur le fait que tout cela était le fait de la Russie, etc. Il faut garder une certaine raison gardée sur l'interprétation de choses. Et puisqu'on parle de Twitter, tout le monde le connaît, Evgeny Prigojine, mais aussi les Ukrainiens. Et Twitter est envahi, parce que c'est un autre aspect de la guerre, c'est pas que sur le champ de bataille. Mais la guerre de communication, elle est effectivement aussi et leur contraire. Une femme d'État, une femme qui se prétendait femme d'État ne devrait pas tomber là-dedans. C'est ça le sujet. Je reprendrai la formule du général de Gaulle. La vieillesse est un naufrage. On va pas jouer la guerre des anciens contre les modernes, pas la guerre des générations. En tout cas, on reviendra. Je ne supporte pas cette guerre de l'ancien des modernes. Je le dis avec force. Vous êtes toujours dans les modernes, François. C'est un débat de toute époque. En tout cas, effectivement, ce débat-là. En tout cas, 9h14, on revient pour la suite des coups de cœur et des coups de gueule. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio 0826 300 300. Mettez-vous d'accord, 9h18, on poursuit les débats. Ça s'est un petit peu calmé dans le studio. Ça va pas trop de guerre entre les plus anciens, les plus expérimentés, on va dire. Les plus jeunes. Mais en Afrique, on aime les anciens. Alors ici, maintenant, c'est devenu des boomers. Mais quelle catastrophe. On n'a pas dit qu'on les aimait pas ici. Ouais, mais enfin, j'entends le truc. On les aime bien quand les radios passent. Ça va. Bon, je rappelle les invités. Vous avez entendu François Calfon, Jacques Millard. Oui. Oui, je voudrais intervenir parce que je vais vous dire une chose. Dans cette guerre, il faudra faire l'histoire après coup. Parce que je crois qu'il faut effectivement éviter. C'est pas bleu-blanc. J'ajouterai une chose, Eschyle nous a toujours dit que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Et donc, je crois que ça reste, vous voyez, Eschyle, c'est pas d'aujourd'hui. C'est sage de le dire comme ça. Reste effectivement on a élevé le débat, là. Un événement et que les manipulations, j'ai même fait un livre à ce propos, sont courantes. Donc, il faut toujours se méfier, y compris manipulation de notre propre gouvernement. Donc, il faut faire très, très attention. Je vous redonne la parole dans un instant, Jacques Millard, juste pour dire qu'avec nous, on a ici Ergun Toparslan qui est ici, et puis Lucas Jakubowicz également. Je vous redonne la parole tout de suite, Jacques Millard, pour votre... C'est un coup de gueule ce matin, de votre côté. Oui, c'est un coup de gueule, c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est que on lit avec intérêt qu'aujourd'hui, on est assez étonné du protectionnisme américain qui va à l'encontre, je dirais, des règles du marché ultralibéral. Alors, c'est coutumier des Américains. Les Américains prônent le libéralisme chez vous et le protectionnisme chez eux. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez l'Union européenne, elle est comme une poule qui a trouvé une fourchette. N'est-ce pas? Elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, si elle avait effectivement, depuis longtemps, élaboré une politique industrielle, eh bien, ça irait beaucoup mieux. Mais vraiment, on est frappé par, je dirais, l'absence de cohérence de l'Union européenne, absence de politique industrielle, tout marché, et aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne fonctionne plus. Alors que même, on pourrait prendre un certain nombre de mesures qu'on peut qualifier de rétorsion. Je peux vous dire que M. Goldman Sachs, qui nous a foutu en l'air toutes les statistiques sur la Grèce, il y a longtemps que je l'aurais mis à l'arbitrage international pour lui demander au moins 300 milliards. Donc, il y a un moment, il faut cesser la naïveté. Donc c'est un coup de gueule, certes contre les Américains,
qui sont coutumiers du protectionnisme et contre l'Union européenne qui marche à côté de ses pompes. Oui, c'est pas surprenant, François Calfon, du côté des États-Unis. C'est vrai que du côté de l'Europe, on attend toujours une réponse à ce niveau-là. C'est pire que ça. Et les conséquences, elles vont être lourdes. Tout le monde s'est aperçu qu'il fallait maintenant mettre à niveau sa défense, d'accord ? Donc les Allemands, tout d'un coup, alors que jusque-là, ils nous disaient de ne pas dépenser plus de 3% de déficit de notre budget, mais c'est nous qui menions les opérations de défense, y compris au Sahel. La France payait ça, et c'était compté dans ses déficits. Ils ont découvert qu'il fallait se défendre, 100 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'ils font ? L'avion de combat européen, ça n'existe pas. Ils achètent des chasseurs américains, les Allemands. Et le parapluie antimissile, qui est très utile, on voit bien qu'il y a des attaques de missiles en permanence, ce sera un système américano-israélien, alors que la France peut développer le sien, et que l'Europe serait tout à fait fondée, avec ses 100 milliards, c'est plus qu'un plan de relance, à construire le sien. Merci les Allemands, puisque c'est pas simplement la Commission de Bruxelles, Jacques, c'est au niveau du Conseil européen, et l'un des pays fondateurs et le pays clé qui nous fait, alors je parle même pas des mesures d'aide qui sont une distorsion de concurrence, qui nous fait à nous les Français un véritable bras d'honneur. François, tu sais très bien que depuis Voltaire, la France ne fait que se battre pour le roi de Prusse. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est le roi Scholz qui est un social-démocrate. Mais c'est important ce qui vient d'être dit malgré tout par Jacques, parce qu'en réalité on sent que le couple franco-allemand avec le social-démocrate Scholz n'a plus la même envergure, n'a plus la même dynamique qu'avec Merkel. Il y a eu, je crois... Il y a eu cette tentative, il n'y a même pas eu de tentative, qui a abouti avec les pays scandinaves, la Finlande, etc., de mettre en place un système sécuritaire qui n'avait pas pris la France dedans. Je pense qu'il y a tout intérêt, y compris pour l'Allemagne, de redonner de la force au couple franco-allemand, parce que dans une Union européenne recentrée... c'est tout le contraire. Il n'y a pas intérêt pour l'Allemagne, ils font le contraire. Ils verront que toute démarche sans l'appui forcé, sans l'appui dynamique de la France, ne sera pas spécialement aussi forte qu'avec l'absence. Ergun, je voudrais juste te dire une chose, c'est qu'en réalité, Monsieur Olaf Scholz, qui est aujourd'hui chancelier, c'est lui qui a dit à Macron, donnez-nous votre siège au Conseil de sécurité. Je n'ai aucune confiance dans ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Voilà qui a dit Lucas Jakubowicz. Non, mais en fait, il y a deux questions. Il y a la question des dépenses militaires et il y a la question de l'industrie. C'est deux trucs différents. Même si c'est lié, mais par exemple, sur l'industrie, c'est très tardif. Il y a une petite prise de conscience avec un poste de commissaire à la fois au marché intérieur, à l'industrie et aux nouvelles technologies. Donc peut-être qu'à terme, il y a quelque chose qui va se créer, même si c'est lent. Après, pour le militaire, comment on peut reprocher à un pays ? Parce que le militaire, c'est le dernier truc pratiquement souverain qui reste. Donc personne ne peut obliger un pays à choisir le matériel d'un autre pays. Et on parle de l'Allemagne, mais il y a aussi la Pologne qui a doublé son budget militaire, qui passe de 1,5 à 3% du PIB. Eux, ils achètent américains et coréens aussi. Mais on ne peut pas reprocher à un pays de prendre... Vous savez, il y a des pays de l'OTAN qui ont acheté russe aussi. Donc, pour dire... il y a notamment la Hongrie. Mais ils ont la Turquie aussi. Et la Turquie, pas trop. L'OTAN, pas trop. Non, quand même. D'abord, la Turquie a fait ça. D'abord, pardon, mais on ne peut pas séparer les industries de défense des autres industries. S'il y a une industrie aéronautique qui s'appelle Airbus, c'est parce qu'il y a le driver, comme on dit, des industries d'autant de défense. Plus peut-être en Europe, effectivement. Donc ça, cette distinction, pour moi, elle n'est pas opérante. Et puis quand on voit la filière des sous-traitants de la défense en France, ça nourrit l'ensemble des filières industrielles et c'est très conséquent sur le plan du chiffre d'affaires, etc. La deuxième chose, c'est que le choix d'armement, c'est aussi un choix politique, ça a été dit à l'instant en ce qui concerne la Turquie. Quand on dit et qu'on est allemand, je veux dire, autant dire il n'y a plus d'Europe de la défense. J'achète américain, ça veut dire qu'on se met sous le pavillon de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Alliance Atlantique sous commandement américain, plutôt que dans la construction d'une Europe de la défense, dont je suis maintenant convaincu ce matin, qu'il y a en gros la France, c'est la France. Et ce qui pose quand même une véritable difficulté. Et enfin, il y a les aspects politiques qui ont été pointés à l'instant. Les aspects politiques, c'est quand même que finalement le pavillon qui nous protège, je vous rappelle que la seule force européenne, maintenant que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, de dissuasion nucléaire, et on a étendu notre protection nucléaire à l'échelle des 27 de l'Union européenne, c'est la France. Donc quand vous refusez ce parapluie nucléaire et que vous refusez que
ce soit la France, quitte à lui voler son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, eh ben vous mettez totalement, là c'est l'anti-souveraineté, dans la main des Américains. Et sur la défense, et sur les sièges au Conseil de sécurité. Un point, rapidement. Il y a un moment, il faut cesser de vivre dans l'utopie. Hein. C'était aussi évident que ça. Et comme je dis souvent, la défense européenne, c'est une idée d'avenir et qui le restera longtemps. Et comme tu viens de le dire, il faut d'abord compter sur nous et ne pas croire, je dirais, dans les turpitudes de tous les autres, et notamment américaines. Parce que aujourd'hui, la Pologne, effectivement, elle colle aux Américains pour des raisons qui peuvent se comprendre. Ce qu'on peut comprendre quand même. Voilà, on peut comprendre, mais moi ça je peux comprendre. Mais ne nous leurrons pas, ils choisiront toujours, d'ailleurs ils l'ont écrit dans les traités sur l'OTAN, c'est le 42.8 du traité européen qui dit très clairement que l'OTAN demeure pour les États qui sont membres de l'Alliance Atlantique le cadre de leur défense et de leur mise en œuvre. Point barre. On continue justement dans un instant avec un tout autre sujet. Un coup de gueule. Là aussi, on a beaucoup de coups de gueule ce matin. Non, mais c'est pas forcément un coup de gueule. Ce sera aux auditeurs de juger. Ah, ça sera à eux de juger. Avec vous, en tout cas, on parlera de la France Insoumise. C'est ça. Dans un instant. Ok. Ça. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. On continue. On poursuit le débat avec vous. 0826 300 9h30 avec nos invités qui sont toujours avec nous pour débattre, bien sûr. Ergun Toparslan, vice-président porte-parole de Territoire de Progrès, François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député, Jacques Millard également, maire LR de Maisons-Laffitte, et puis Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. D'ailleurs, on reste avec vous pour votre coup de gueule qui concerne la France Insoumise. Oui, coup de gueule ou pas, je ne sais pas ce que je dis avant la pub. C'est aux auditeurs de choisir. En tout cas, moi je sais que depuis quelques jours, les Insoumis, je ne les reconnais plus. Ils ont fait une transformation radicale. On a Jean-Luc Mélenchon qui va embrasser un flic. On a les députés qui vont rendre hommage à Samuel Paty, aux morts du Bataclan. Il y en a même certains, et ça on n'était pas habitué, qui disent que c'est des attentats islamistes. On a François Ruffin qui fait l'une des journaux, qui dit qu'il est devenu social-démocrate. Clémentine Autain qui appelle à mieux écouter les alliés et avoir plus de sensibilité divergente au sein de la France Insoumise. Donc on a l'impression qu'ils ont totalement changé de stratégie et qu'ils ont entamé, comme le FN il y a quelques années, une stratégie de dédiabolisation. Les racines du truc, c'est 2017. Pour ceux qui s'en rappellent, il manquait 600 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour arriver au deuxième tour. Et certains, dont François Coquerel, ont dit, en fait, pour avoir ces 600 000 voix, il faut, en gros, draguer les cités et capter toutes les colères populaires. Donc c'est la stratégie à la fois de l'intersectionnalité des luttes et de la conflictualisation. En 2022, grosse surprise, Jean-Luc Mélenchon fait plus qu'en 2017. Il crée la NUPS, il élit 80 députés, et il pense que c'est grâce à cette stratégie communautariste et cette stratégie, on va dire, de conflictualisation qu'il en arrive là. Mais il y a un quiproquo. En fait, il fait ce score élevé parce que, je suis désolé de le dire, les autres candidats de gauche étaient en dessous de tout, et que le peuple de gauche avait besoin d'unité, et ont voté pour lui, parfois par défaut. Dans les premiers mois de la nouvelle législature, on a vu que les Insoumis recontinuent leur cirque, et on vient habiller n'importe comment à l'Assemblée, on fait des blagues limite antisémites sur Elisabeth Borne qui est fille de déportés, on tweet mange tes morts, etc., etc. Sauf qu'entre-temps, finalement, le Rassemblement national devient sur le papier plus respectable, et on l'a vu aux dernières législatives. Aujourd'hui, le Français moyen considère que finalement Marine Le Pen est moins dangereuse que Jean-Luc Mélenchon. Et ça, les Insoumis, je pense, en ont pris conscience. Je ne sais pas s'ils ont eu des sondages confidentiels qui leur ont montré ça, mais en tout cas, c'est rigolo de voir qu'il y a eu un petit changement de stratégie depuis quelques semaines. Et alors, coup de gueule, parce que on peut être content de voir que LFI redevient, entre guillemets, un peu plus républicain. En même temps, coup de gueule, parce que ça sent quand même la posture et le fake, mais ça c'est la stratégie politique, en tout cas, c'est ce que voilà. On va demander à un membre de la NUPS. Je vais vous dire exactement ce que j'entends. Ces petits mouvements là, parce que vous êtes un observateur politique avisé, il y a des choux et des carottes dans les mouvements que vous décrivez. Il y a d'abord un vrai sujet qui est en train de se passer, qui n'a rien à voir avec l'opinion, parce qu'il n'y a pas d'élection demain. C'est celui du fait que tous les partis politiques qui composent la NUPES rentrent en congrès. Et que Jean-Luc Mélenchon, s'il veut pas être en string panther à la fin de ce cycle des congrès, il a besoin de faire semblant de respecter les partenaires.
parce que il n'aura échappé à personne, et je fais partie de ceux qui critiquent cette orientation du PS, que il y a beaucoup de gens qui en ont marre de la toutouisation du Parti socialiste par rapport à Mélenchon, et qu'il est maintenant, Olivier Faure a deux fronts contre lui, et qui disent maintenant, le magistère de Mélenchon sur le PS, ça suffit. Il y a le même type de phénomène, le Parti communiste rentre en congrès, et la ligne Roussel, qui est en opposition à cette affiliation, cette esclavagisation de LFI, c'est quand même 70% du Parti communiste, suivant les derniers pointages, et vous avez ce match au sein des Verts, qui ont dit, de toute façon, on n'ira pas en liste européenne avec LFI, donc si la NUPES ne veut pas montrer ce qu'elle est, c'est-à-dire être seule, finalement, réduite à LFI, ils sont obligés de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Ensuite, il y a deux mouvements. On a cité deux personnages importants de la France Insoumise, qui sont Ruffin, j'ai oublié son prénom. François Ruffin, c'est bien François Ruffin, et qui, à mon avis, ça fait longtemps qu'il dit, moi je ne m'intéresse pas au sociétalisme, à l'intersectionnalité, je m'intéresse aux catégories populaires. Et moi je le défends plutôt parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de continuité dans son engagement, et je trouve que c'est plutôt bien lui le provocateur. D'ailleurs il s'est fait toquer par certains à la NUPES, Alexis Corbière qu'on avait ce matin, n'est pas du tout d'accord avec ça. Comme par hasard, c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est pas la même ligne. Lui il dit il faut aller reconquérir l'électorat du Rassemblement national. Et pourtant, moi, je suis beaucoup moins radical que François Ruffin, mais je partage ça. Et enfin, on voit bien que Clémentine Autain, à la fois, il y a l'opportunisme de « oh là là, faut pas qu'on parle des partenaires », et Clémentine est clairement candidate à l'élection présidentielle face à Jean-Luc Mélenchon, et elle compte pour cela s'appuyer sur les autres forces politiques, c'est-à-dire plutôt les Verts, plutôt le PC, de qui elle a été elle-même élue. Voilà un peu les phénomènes qui travaillent. Quant à la sincérité des Tartuffes, pardon, mais moi je n'y crois pas. Non, moi non plus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui donnent des gages, on va dire, de centrisme ou de rassemblement, c'est les potentiels candidats LFI en 2022, c'est-à-dire Autain, et en 2027. 2027, effectivement. Oui, je pense que Ergun Toparslan, avant de donner la parole à Jacques Millard. Oui, on voit que dans la NUPES, cette alliance qui était contre nature et uniquement arithmétique, qui a plutôt bien marché d'ailleurs aux législatives, on va pas leur. C'est une alliance électorale que personne ne conteste. Ça a fonctionné. Maintenant sur le fond. C'est pourquoi faire après. Sur le fond, politiquement, il y a d'énormes soucis. On le voit très bien avec les dernières motions de censure, y compris de la France Insoumise, qui n'ont pas été votées par la très grande majorité des députés du PS. Il y a le congrès du PS qui arrive effectivement. Franchement, on ne sait pas trop dans quelle situation on sera dans 3 mois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a les premières figures qui sont tous en train de se battre pour tirer telle ou telle étiquette, la couverture de son côté. François Ruffin a dit je suis social-démocrate. Alexis Corbière répond la semaine d'après moi je suis absolument pas social-démocrate. La réalité c'est que la gauche française a besoin idéologiquement de renaître, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Pour ça qu'il n'y ait pas des petits quelques-uns qui soient dans la soumission de la droite, dans la majorité, mon cher Argoun. Voilà, et j'espère que tu es resté de gauche et que c'est pas simplement une posture. On est sur une pique. Non mais franchement, on va pas renaître. On va pas renaître avec Édouard Philippe. De quoi tu me parles? L'idée c'est de savoir ce qu'est le progressisme maintenant. Je vais te dire. On peut effectivement. Ils ont réussi un coup électoraliste avec la NUPES et Mélenchon. Il a fait une faute, c'est qu'il ne s'est pas représenté. Et à mon avis, il a un problème parce que les autres lui disent bon, bah, très bien, tu es hors jeu, tu n'es pas à l'Assemblée. Ciao, Bert. Alors, moi, ça me rappelle ce que disait De Gaulle, toute proportion gardée, c'est la discorde chez l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de ce côté-là, je sais que ça ne va pas durer, que effectivement, c'est une alliance hétéroclite et qui va se briser sur, je dirais, la réalité. Et la réalité, c'est d'avoir une politique cohérente pour gouverner la France. Exactement. Voilà, qu'on le veuille ou non. Et je suis certain qu'à terme, on reviendra sur un débat droite-gauche, gauche-droite. Alors sachant quand même que, puisque c'est le fil rouge de cette émission, les gentils jeunes et les méchants vieux. On continue là. On va continuer. On continue. Je prends les paris. C'est une attaque contre nous. Les jeunes, ils étaient très calmes. Là, ils avaient rien demandé. Non, mais si, ils ont commencé à dire oui, mais Ségolène Algara, elle est cinglée, elle est vieille. Bon, très bien. Mais il y a aussi des jeunes cinglés. Je peux vous sortir des spécimens de jeunes députés complètement cinglés. Bon voilà. Moi je le dis. Moi je prends le pari ce matin face à nos auditeurs sur Sud Radio. S'il vous plaît. Je pense pari simple, et après peut-être qu'on peut en discuter. Puisque comme chez les trotskistes, ils appelaient Léon Trotsky le vieux, et ben la France Insoumise, le vieux, ils l'appellent comme ça aussi. Je vous fiche mon billet que ce sera lui le candidat de LFI au présidentiel la prochaine fois. C'est possible. Juste une petite nuance sur on va dire la guerre entre jeunes et vieux, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont
comme Ségolène Royal, mais ça peut être le cas de jeunes aussi, qui vont tweeter pour exister. Mais il y en a, tu parlais de Louis Boyard ou Sandrine Rousseau, qui tweetent n'importe quoi pour faire polémique, pour faire parler d'eux, mais derrière, il y a une stratégie politique. C'est qu'ils ont une idéologie, ils veulent faire entrer dans l'espace public des mots auxquels personne ne pensait. Et aujourd'hui, le mot déconstruit est entré dans le langage commun. N'empêche que quand elle l'a utilisé la première fois, tout le monde s'est moqué d'elle. Et à droite, pareil, le francocide, personne n'en parlait il y a 2 mois. Et à force de le tambouriner sur les réseaux sociaux, c'est comme le grand remplacement, on va avoir des candidats de droite normaux, comme Valérie Pécresse, qui emploie le terme. Tout à fait. Donc Twitter, attention, c'est pas qu'une usine à clash, c'est aussi un moyen, on va dire, d'essaimer des idées dans le débat public, il ne faut pas l'oublier. À 9h40, on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. Cette Coupe du Monde au Qatar. On va rassembler peut-être ou pas les jeunes et les plus anciens. Ça commence dans 2 jours avec le match de l'équipe de France. Ça sera mardi soir face à l'Australie. Inutile de le dire, forcément. Coupe du Monde décriée. On va commencer avec vous, Ergun Toparslan. Est-ce que vous allez regarder déjà cette Coupe du Monde? Ouais, je vais la regarder. Je suis un vrai passionné de football. Il est vrai qu'en 2010, quand l'attribution a été faite, il y avait d'énormes zones d'ombre et que la FIFA, d'ailleurs, il y a un très bon documentaire là-dessus. Juste avant cette attribution-là, a changé les règles d'attribution en donnant un nombre de voix égal à l'ensemble des pays qui formaient la FIFA. Après, ils ont obtenu cela. Moi, qu'un pays du Moyen-Orient organise la Coupe du Monde, ça me pose pas de problème. Que par contre derrière, j'ai pas l'impression que ce soit ça le problème. Je sais pas. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi. Vous avez l'impression que ça joue? J'ai l'impression que ça joue, j'ai l'impression qu'il y a une part de géopolitique aussi, parce qu'y compris au Moyen-Orient, il y a un gros sujet entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, vs le Qatar. On sait qu'il y a des instabilités également là-dessus. C'est vrai que le football a toujours été au cœur des réalités géopolitiques. Moi, je pense à la FIFA en 78, pour faire un peu d'histoire, pour faire que le genou. L'Argentine a trouvé la Coupe du Monde à l'Argentine, qui était sous une junte militaire, avec un dictateur qui a remis la Coupe du Monde en finale de la Coupe du Monde. Donc, honnêtement, pour faire pire. Et d'ailleurs, dans un stade où il a exécuté énormément d'opposants politiques, y compris de gauche. Donc évidemment, il y a des sujets géopolitiques. Et au même moment, on exécutait juste à côté aussi tout au long de cette Coupe du Monde. Ça s'est pas arrêté, justement, pendant 78 en Argentine, en 78. Après, il y a des vrais sujets. Le nombre de morts, on peut en discuter dans les chantiers. Et l'impact environnemental. Déjà, alors là, la discussion, pardon, ça c'est sur le président de la République actuelle. Faut pas mélanger sport et politique, c'est une farce. Berlin, 1936. Je vous en parle pas. Mexico, j'en passe, c'est les meilleurs, jusqu'au choix pour 2024 du bonnet phrygien, qui est un symbole politique et que nous assumons comme tel. Donc ça, cette histoire-là, c'est une histoire racontée aux enfants par le président Macron. Ensuite, en ce qui concerne l'attribution au Qatar, c'est pas qu'un sujet politique, c'est un sujet de soft power et de diplomatie. Je veux dire, le scandale, pardon, mais le plus gros scandale de perte de finances publiques et de perte d'égalité en France, c'est le statut particulier des investissements qataris en France. Et ça, c'est Sarkozy. Et l'attribution, ça a été démontré par tous les documents. Ça s'est fait dans un bureau à l'Élysée avec Sarkozy, sous perfusion des Altani, pour influencer Platini, qui d'ailleurs a pris quelques pourboires au passage, apparemment. Pour l'attribution. Pas. Maintenant, alors, été blanchi, maintenant, moi, je vais dire les choses suivantes. Je vais être un peu hétérodoxe. Moi, je suis pas forcément contre l'attribution. Elle est frauduleuse. Mais le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde, on nous dit une chose. Il y a eu finalement énormément de morts sur les chantiers. Bon, j'ai vu une enquête. Alors c'est l'enquête du Guardian qui parle de 6500 travailleurs étrangers morts sur des chantiers au Qatar. Alors c'est pas exactement ça. Alors justement, c'est pas exactement ça. Justement, tu as la même info que moi. Enfin, c'est pas une info. Il y a un documentaire d'Arte qui a été fait très récemment. Il y a eu une enquête suite aux premières mises en alerte sur le nombre de morts sur les chantiers par l'Organisation internationale du travail, qui est restée 2 ans au Qatar. Et sur ces 2 ans au Qatar, ils ont, oui, il y a une mortalité importante, mais c'est par dizaines. Et par dizaines sur, je rappelle, des chantiers permanents. C'est-à-dire qu'il y avait un volume de chantiers qui est quasiment aussi important que dans un pays occidental comme nous. Et là, vous n'avez pas vous n'avez pas le même chiffre. Donc moi, je considère que le sport est politique, que les régimes se servent du sport en soft power. D'ailleurs, je constate que tous ces gens qui nous disent qu'il ne faut pas aller au Qatar, personne ne se risquerait à dire il faut arrêter le financement qatari du Paris Saint-Germain en France. Non, pourtant, on a été en Russie il y a 4 ans. Aujourd'hui, les tartuffes. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un progrès du Qatar
à la fois sur la question du droit des travailleurs et à la fois sur la question des relations, parce qu'ils nous ont été fort utiles à plusieurs reprises dans les relations internationales. Bon, on y reviendra. On va en débattre justement de ce sujet-là dans un instant. Restez bien avec nous, mettez-vous d'accord sur Sud Radio avec nos débatteurs. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Mettez-vous d'accord, le dernier quart d'heure avec nos invités, toujours là, Ergun Toparslan, François Calfon, Jacques Millard et Lucas Jakubowicz. On continue de parler de ce mondial au Qatar. On entendait juste avant la pub François Calfon qui disait finalement d'une certaine manière que cette attribution du mondial au Qatar avait permis au moins une certaine évolution sur la question des droits, c'est ce que vous disiez. Jacques Millard, là-dessus, est-ce que vous allez le regarder? Je voudrais dire plusieurs choses. Allez-y. Bon, le Qatar joue depuis maintenant pas mal de temps un rôle à la fois géostratégique. On a dans des affaires en Afrique et ailleurs, il y a eu l'utilisation des Qataris qui ont donné un coup de main. Je constate que sur le plan fiscal, moi, ça me reste en travers de la gorge, et c'est pas parce que ça a été fait avec Sarkozy que je vais être d'accord. Ouais. Je veux simplement constater, François, que du côté, lorsque Hollande est arrivé au pouvoir, il n'a rien changé. Faut jamais pas oublier. Et donc, il y a eu, à l'égard du Qatar, je dirais, une sorte de réalité, un réalisme fiscal sur lequel on doit s'interroger. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, je suis d'accord que la Coupe du Monde soit jouée dans un pays du Moyen-Orient ou ailleurs. Nous ne sommes plus le centre du monde. Nous ne sommes plus le centre du monde. Il faudrait quand même regarder les choses en face, et ça n'a rien de choquant. En revanche, permettez-moi de douter de l'évolution interne du Qatar et de tous ces pays dans lesquels la culture n'est pas la nôtre, et dans lesquels, je dirais, dès que l'événement sera retourné, le naturel va revenir au galop. Il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Donc on a des problèmes de relations avec ces États, avec lesquels on doit être ferme sur nos principes, mais il n'en demeure pas moins que la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Le vin est tiré, il va falloir le boire, point barre. Lucas Jakubowicz, est-ce que vous allez boire ce vin ou pas? Alors moi, personnellement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Les attributions d'événements sportifs, c'est jamais reluisant. Les pays qui ont organisé des Coupes du Monde n'ont jamais été reluisants. Il y a toujours eu de la corruption, etc. On peut parler des Jeux Olympiques aussi. Et les Jeux Olympiques, et le sport est bien évidemment toujours politique. Maintenant, là, j'ai l'impression qu'avec le mondial au Qatar, on franchit un palier. Lequel? Déjà, on nous demande de l'exemplarité écologique, on est dans des stades... on a été à Pékin, à Londres, c'était le pire impact environnemental de construction. Les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés en Saoudi Arabia en 2030. Oui, mais donc justement... d'Asie, c'est des Jeux d'hiver. On peut essayer de se dire, sans utopique, que le seul moyen d'essayer d'avoir des événements sportifs, je dis pas parfait, mais un peu moins borderline, c'est que les consommateurs ne consomment pas, et donc qu'on boycotte. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'adore le foot, je suis toutes les Coupes du Monde depuis 98, je connais toutes les compositions par cœur, limite tous les matchs, tous les... On va faire un quiz, faites gaffe. On peut faire un quiz. Je pose des congés pour voir des matchs. Quiz, là. Mais là, je sais que moi, personnellement, cette Coupe du Monde, je vais pas la regarder parce que c'est la goutte de trop. Et je me dis... si c'est le seul moyen de faire changer les choses et d'avoir un tout petit peu plus, on va dire, de droits de l'homme respectés, etc., d'environnement respecté, on peut tenter le coup. Je veux dire, c'est un peu un coup de gueule, parce que dans ce truc, bien sûr qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, enfin un certain nombre de droits de l'homme, parce que c'est pas le cas de tous, mais il y a une forme de racisme anti-arabe dans cette affaire quand même, de focaliser sur le Qatar, parce que je me souviens pas que quand la Russie a organisé à Sochi les Jeux d'hiver, qui est un pays autrement plus dangereux François, sur le plan international. Tu peux parler des Jeux Olympiques à Paris, Pardon? Tu peux parler des Jeux Olympiques à Paris, je pense pas qu'il y ait de... Attends, j'ai pas fini. Je trouve que c'est assez scandaleux de dire, voilà, c'est juste un pays, finalement, où les droits humains sont pas respectés, etc. Alors qu'en réalité, le Qatar fait prend le parti de l'éducation de manière massive, et toutes les universités françaises, à HEC Paris à son campus, la Sorbonne à son campus, etc. J'ai pas l'impression que tout cela soit, avec une robe de bure, les yeux masqués, etc. Il y a des évolutions politiques. Donc, bien sûr qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme, mais je trouve qu'on a la main lourde sur le Qatar, et de l'autre côté, c'est quand même la grosse hypocrisie, parce que on construit toutes 3 lignes de métro là-bas,
Il y a 3 universités françaises qui sont là-bas. On parlait de François Hollande tout à l'heure. Ils ont acheté 24 Rafales. Et je préfère que la France soit présente avec une base à Abu Dhabi sur le plan stratégique. Donc c'est les ennemis du Qatar, y compris au Qatar, plutôt qu'elle en soit absente avec seuls les Américains là-bas. Ergun Toparslan. Moi, je pense aussi à la jeune génération de ce pays-là, qui, à travers cet événement-là, va recevoir beaucoup de monde, beaucoup de personnes à travers le monde. Et je pense que c'est toujours intéressant, pour l'avoir également vécu et suivi, par exemple, quand des pays se tournent plus vers l'Occident, que se renferment sur soi-même dans cette partie du monde, on voit des impacts rapides sur les jeunes générations. C'est exactement ce qu'on s'était dit pour la Russie en 2018, en disant ils se sont ouverts au monde, ils ont accueilli des gens, on voit les résultats aujourd'hui. Il y a une contestation qui peut-être n'aurait pas eu lieu il y a 10 ans de ça. Il y a une ouverture d'esprit qui est différente, je pense, là-bas. Moi, je peux, par exemple, sur la Turquie, on le voit bien. Dès lors que le pays se tourne vers l'Europe, sur la jeune génération, ça suscite de l'espoir et un progrès sociétal énorme. Aujourd'hui, il y a des manifestations pour les droits des homosexuels et des personnes trans en plein Istanbul. On peut imaginer que dans quelques temps, les jeunes Qataris, quand ils vont être adaptés à ce que nous, on leur montre cet exemple de vivre ensemble, bon, finalement, on arrive à vivre malgré nos différences, etc., puissent avoir une certaine approche différente. On voit sur la jeunesse iranienne. Est-ce qu'ils vont profiter vraiment, parce que je sais pas, je lisais là notamment sur l'augmentation du télétravail, ils vont passer à 80% pour éviter qu'il y ait du monde, ne serait-ce que dans la rue, qui pourrait gêner finalement les spectateurs, les supporters qui viennent pour voir la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont vraiment profiter de cette Coupe du Monde? C'est toujours un peu le côté obscur de ce genre d'événement, parce qu'au final, ça reste très international malgré tout, parce que les populations locales en profitent. Il faut voir aussi les prix par rapport au match, etc. Mais ce que j'ai pu voir, on avait un supporter ce matin qui nous disait que c'était excessivement cher. Mais après, ce que j'ai pu voir, moi, c'est que les entraînements sont ouverts au public, c'est que ça reste plutôt accessible, mais surtout il y a un pouvoir d'achat qui est un peu important quand même au Qatar, il faut se le dire aussi. En tout cas, il y avait peu de monde sur l'entraînement de l'équipe de France hier soir. On voit qu'il y a même des figurants avec des drapeaux. Ouais, ça c'est ridicule. Le problème du Qatar, c'est aussi les relations avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Il faut le savoir. Et notamment Al Jazeera, dans lequel moi j'ai visité Al Jazeera et je suis intervenu sur Al Jazeera à plusieurs reprises, c'est que c'est un jeu extrêmement subtil avec le grand frère wahhabite. Et donc, parfois, il y a des avancées. Et ensuite, attention, ne pas critiquer l'Arabie Saoudite. Donc, on a un équilibre géostratégique dans la région qui est extrêmement fragile, il faut le savoir. On peut saluer certaines avancées, et c'est vrai que la présence d'un certain nombre d'universités françaises peut aller dans le bon sens, mais ce n'est pas pour la vie des rats. Méfiez-vous, parce que ce sont des relations extrêmement difficiles. Chiites, sunnites, Iran, Arabie Saoudite, là, le Qatar, il joue un jeu extrêmement difficile et il risque d'être, si je peux dire, le jambon du sandwich. François Calfon va finir avec vous. Jacques Miard a raison, il ne faut pas être naïf. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'Ukraine et la Russie. Comme toujours. Mais il a raison, bien sûr. Mais je vais vous dire aussi une chose. Arrêtons d'être un pays paranoïaque. C'est-à-dire que moi, je suis allé au Qatar à plusieurs reprises. Vous êtes dans les rues de Doha. Je vous parle pas du gouverneur ou des gens qui dirigent le pays. Il y a des gens qui viennent vous parler en français et qui adorent la France. Et quand vous allez dans les beaux quartiers en France, il y a plein de Qatariens qui viennent passer les périodes chaudes à Paris. Donc, est-ce qu'on va leur mettre un point dans la gueule parce qu'ils nous aiment bien? C'est un pays qui était un protectorat. Oui. Je le dis, je termine quand même. Oui. C'est un pays qui était un protectorat britannique. Rapidement, Oui, mais d'une phrase qui n'a aucun lien historique avec la France. Et il y a un peuple qui aime la France. On va leur jeter des cailloux. Il y a un moment donné, oui, mais il faut qu'on dise aussi, on peut pas être contre ne serait-ce qu'un drapeau LGBT. Je veux dire, à un moment donné. Non, mais ça, je suis d'accord. Voilà, il faut qu'on le dise aussi, quoi. C'est notre position. On n'a pas honte de nos valeurs et on les porte et on les portera partout. Reste à savoir qui est-ce qui va gouverner, je dirais, le Qatar, compte tenu du déséquilibre démographique entre les étrangers et les indigènes. C'est vrai, ça pour le coup, il y a un gros déséquilibre effectivement entre les deux. Il y a 300 000 Qatariens, 2 millions d'habitants. Merci beaucoup François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député, Jacques Miard, maire LR de Maison-Lafitte, Ergun Toparslan, vice-président, porte-parole de Territoire de Progrès. Et puis merci à vous Lucas Jakubovic, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, auteur d'un animal pour les gouverner tous. Allez, c'est fini, 9h56. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Mettez-vous d'accord. En tout cas, on a eu du débat ce matin. 9h57 dans un instant. Eh bien, c'est l'émission Média. Je ne sais pas si vous aimez Plus belle la vie. Hein. J'adore. Ouais, c'est fini. Je suis désolé de vous l'annoncer. Mais vous pouvez écouter dans un instant Christine Bouillot et Gilles Gansman qui reçoivent l'une des actrices justement de Plus belle la vie pour cette dernière. Je vais faire mon selfie ce soir. allez, très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Si, au revoir.